Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au numéro du Forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sur des faits saillants et marqués. L'actualité de la semaine qui s'achève, nous parlerons d'abord de la mort de l'homme politique, économiste de formation, écrivain, journaliste et président du parti PNA Al-Oumma. Sanoussi Tambari Jakou est par ailleurs écrivain, journaliste et il est décédé le lundi 18 juillet dernier à Niamey à l'âge de 82 ans. Ensuite, nous aborderons les nouvelles inondations ayant causé à la date du 20 juillet 2022, selon la direction de la protection civile, 15 décès, dont 10 par effondrement et 5 par noyade, suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours sur l'ensemble du pays. Ces inondations ont concerné pour le moment 6 régions sur 8 du pays. Le forum de la presse de ce soir s'intéresse également au déroulement des épreuves écrites de la session 2022 du baccalauréat. Nous terminerons avec la visite au Niger du 14 au 15 juillet dernier de la ministre française en charge des affaires étrangères, Catherine Colonna, et celui en charge des armées, Sébastien Lecornu. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio nos invités. Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir et bienvenue, chers confrères. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Sanoussi Tambari Jakou, homme politique, économiste de formation, écrivain, journaliste et président du parti nigérien pour l'autogestion PNA Al-Oumma, s'est éteint le lundi 18 juillet dernier à l'hôpital général de référence de Niamey à l'âge de 82 ans des suites d'une maladie. Pour rappel, Sanoussi Tambari Jakou, affectueusement appelé de son vivant STJ, est né à Kornaka dans la région de Maradi. Ancien parlementaire et ancien ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères, il fut par ailleurs une des figures emblématique de la conférence nationale souveraine de 1991. Ces obsèques officielles ont eu lieu ce jeudi 21 juillet 2022. Que faut-il savoir de plus sur la vie de cet homme politique ayant une mémoire phénoménale, selon les mots du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum? Maïmouna Diado. Merci Michel. Donc, vous avez à peu près tout dit sur l'homme qui était Sanoussi Tambari Jakou. Nous savons également que c'est un historien, il faut le rappeler, parce que il ne l'est pas de formation, il ne l'est pas de formation, mais il connaît Niger. très bien l'histoire du Niger. Bien pour sûr. Avoir été dans à peu près d'avoir une connaissance sur les 8 régions du pays. Le peuple nigérien a perdu. Le peuple nigérien a vraiment perdu parce que c'est, comme on dit, c'est une bibliothèque qui vient de s'en aller. Comme le disait Ampateba. Ouais. Et je pense qu'il a été également l'ami des journalistes. Vous venez de le dire si bien que c'était aussi un écrivain journaliste. Il avait d'ailleurs, il faut rappeler, comme journal qu'il a eu à fonder La Roue de
de l'histoire. La roue de l'histoire. Après, nous avons l'arbre à palabre, nous avons le sens de l'histoire. Beaucoup de livres ça, par c'est rapport... les journaux, il a écrit beaucoup de livres, beaucoup de livres sur l'histoire du Niger. Hein. Et comme je dis aussi, il a occupé des postes très importants dans ce pays. Il est également instigateur donc, de la démocratie, qu'on le veuille ou non. Oui, parce qu'il était le président d'ailleurs de la commission économique à la conférence nationale souveraine. Oui, qu'on le veuille ou non, vraiment c'est quelqu'un qui a œuvré énormément, qui a contribué énormément dans le développement donc, de ce pays, du Niger et de l'histoire du Niger. À mon sens, élevé de journaliste, je l'ai connu étant journaliste, je l'ai côtoyé. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais refusé, en tout cas, d'accorder ne serait-ce qu'une interview qui n'a pas été préparée. À nous autres. Donc, il est très disponible pour la presse. Il est très disponible. C'est quelqu'un. Et il prend tout son temps d'ailleurs pour parler. Pour parler. Parce que dès que tu l'as, en fait, qu'il soit préparé ou pas préparé, la question que tu vas lui poser de toutes les manières, c'est comment répondre à cette question. Bien sûr. Et ensuite, vraiment, c'est pour dire que c'est une perte pour le pays, c'est une perte pour la famille politique aussi, parce que STJ, comme on l'appelle affectueusement. Et il fait partie également des pères fondateurs du mouvement de la CDS Rahama, le parti CDS Rahama. Avant d'aller créer son propre parti politique, le PNA Oluma. Nous ne pouvons qu'en humble avis vraiment prier pour le repos de son âme. Et que sa dernière demeure soit bien sûr le paradis Firdaus. On le souhaite vraiment. Merci beaucoup, Amen. Donc, là, j'ai Mamadou Suleiman, on l'a écouté. C'est vrai, il a beaucoup de casquettes, ou il avait beaucoup de casquettes de son vivant. Et il a été en tout cas d'une grande utilité pour le pays de plusieurs points de vue. Il était également écrivain, il a travaillé sur l'assainissement. Il a écrit un important ouvrage sur l'assainissement que j'ai lu personnellement. C'est l'assainissement de 1960 à nos jours au Niger. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité même de Sanusi Tambari Jakou en tant qu'homme politique quand on parle de Sanusi Tambari Jakou? De mon point de vue, la particularité de Sanusi Tambari Jakou, c'est d'être un libre penseur. Vous voyez toute la différence entre un homme politique et un libre penseur. C'est pourquoi nous, on a suivi, étant étudiant pendant donc, le processus de la conférence nationale, on a suivi Sanusi Jakou dans toutes ses postures, conférencier donc, à la conférence nationale, au conseil que nous avons occupé avec la République, puis député, puis donc homme politique qui a créé son parti, donc le PNA Al-Oumma. Ce qui fait que cette posture de libre penseur fait qu'il peut agir, même contre son propre cas. Un des rares hommes politiques qui peut effectivement, parce que la réelle politique voudrait qu'en fait, les hommes politiques ont tendance, si vous voulez, à ne pas, en fait, mécontenter leur bord politique. Mais Sanusi Jakou peut être amené à critiquer, mais vertement, son obédience politique, à dénoncer l'injustice, parce que tout simplement, il a quand même cette caractéristique, en tout cas, de vouloir promouvoir vraiment la justice et l'équité. Et je pense que c'est quand même un trait très important dans la vie politique. Vous avez vu récemment, pour illustrer cet aspect, il disait au président Issoufou, à la veille de son départ, de libérer les prisonniers politiques pour être quitte. Et il dit, en tant que votre conseiller, j'aurais dû vous dire ça dans votre bureau, mais je préfère vous dire ça en public. Certainement, il est conscient qu'ici, c'est mieux de le dire ça, parce que si le dit dans le bureau, absolument. Ça, c'est des choses comme ça. Autrement dit, et on pense que véritablement, on voit entre sa posture dans un système
Mais je pense que l'autre élément aussi qui a beaucoup formé Sanusi Jakou, c'est comme on dit, l'école de la vie, la prison. C'est vrai, autant de en Kounké, plus, vous voyez, par exemple, 11 ans, quelqu'un qui a un parcours académique comme le sien, et donc quand il est allé en prison, donc là, comme on dit, l'école des hommes, ça a contribué donc maintenant vraiment à renforcer l'homme. Donc, entre autres éléments aussi qu'il faut retenir de l'homme, c'est vraiment son sens du portage, le portage de son savoir, le portage de ce qu'il a. Ceux qui connaissent Sanusi Jakou, c'est quelqu'un qui peut effectivement, tout le temps, il donne, mais il va prendre avec ceux qui ont. Donc, que ce soit les personnes économiques ou bien les hommes politiques, il prend mais vraiment pour donner aux autres. Ça, c'est un aspect très important. Et comme la Timoyeno Arzak, qui est vraiment son compagnon de tous les jours, en tout cas depuis les 30 ans là, il faut la même fada. Donc, il dit qu'en réalité, vous voyez ce que tout le monde est Jakou. C'est quelqu'un qui vit vraiment pour, en fait, partager les problèmes des autres. Et donc, les gens viennent à lui parce que tout simplement, il peut aller dans des grandes cours, en tout cas, défendre leur cause. Ça, c'est important. Partager son savoir avec tout le monde, ça, les gens sont vraiment d'accord qu'on l'appelle à une conférence, à une interview. Franchement, il est très disponible. Mais partager ce qu'il a, tout le monde, Sanusi Jakou, c'est vraiment... il est de ces gens, en tout cas, qui n'ont pas pensé à amasser les biens pour eux-mêmes. Et leadership, effectivement, on dit être au service des autres. Ça, vraiment, un vrai leader, quoi. Donc, partager à tout le temps, il donne et les gens viennent vers lui. Donc, moi, je dis, en tout cas, ce que il faut retenir en tant que journaliste, effectivement, nous avons fait une perte non seulement de sa disponibilité, mais aussi un grand lecteur. Tous les journaux, toute la semaine, tous les journaux, toutes nos publications, tu vois chez lui, il a tous les journaux, il les achète. Et en plus de ça, effectivement, Jakou, c'est le prototype d'intellectuel qui sera aujourd'hui. Quand tu vas chez lui, tu vas constater effectivement la documentation, les livres anciens et nouveaux. Il est très à jour, en fait. Je veux dire il a une vie intellectuelle, en tout cas, une culture intellectuelle, en tout cas. Dès que tu vas chez lui, tu vas vraiment voir cette réalité. Donc, ça, je pense que ils sont rares, en tout cas, ces intellectuels. Mais moi, je pense que la leçon, c'est comme tout le temps, la mort. Vous voyez toute la vanité, toute la vanité que nous avons, le simple citoyen au président de la République, à tout le monde. L'avenir, c'est cela justement. Aujourd'hui, on a vu l'hommage de la nation à cet homme, où véritablement on se rend compte. Et c'est pourquoi moi, en tant que journaliste, j'aimerais bien ici témoigner. J'ai fait la dernière interview avec lui en janvier dernier. On parlait du dialogue politique, des questions d'une sacrifice à l'insécurité. Il a dit des choses très importantes. Un message, moi, que je voudrais vraiment passer, en tout cas, à l'endroit des hommes politiques. Sanusi Jakou dit que nous a confié, et moi je le crois, que, parce qu'on a dit, franchement, voilà, comment se fait-il que la situation est crispée politiquement. Il dit, réunissez, il demande au président Bazoum, réunissez Issou Mahamadou, vous allez voir. Parce qu'il a rappelé historiquement comment ces gens-là ont imposé la création du conseil de dialogue politique. Donc, ils ont tout simplement créé une situation où on se comprenait, la classe se comprenait. Aujourd'hui aussi, dès que ça ne s'entend plus, vous voyez, aujourd'hui, il y en a comme l'impression une situation crispée qui est là. Donc, ça, c'est important comme message. Il nous a dit des détails la paix sociale en off, que effectivement, je suis convaincu, en tout cas aujourd'hui, les deux hommes que vous les réunissez, vous allez voir la situation politique peut être décrispée. L'homme n'est pas parfait, il a ses insuffisances, il n'a pas sa langue comme dans sa poche. Tout ce que nous disons vraiment en substance, on demande en tout cas à Dieu qu'il lui fasse miséricorde, qu'il pardonne ses péchés et que ce qu'il a laissé pour la postérité du bien, qu'on puisse en faire un bon usage. Effectivement, des gens comme ça, par exemple, tout comme André, comme tous les grands hommes en tout cas,
qui ont laissé quelque chose, il faut chercher à faire des archives utiles, à vraiment chercher à créer un cadre utile en tout cas pour partager surtout leur bibliographie, à la posterité. Puisque c'est des grandes têtes du pays, on le sait bien, ils ont beaucoup écrit, y compris naturellement André Salifou. Absolument. Merci. Vous le disiez à l'instant, l'homme n'est pas parfait et c'est ce que disait d'ailleurs l'ancien chef de l'État, Ali Seibou. Cette disparition nous fait justement penser à ses propos quand il dit « Les hommes passent avec leurs défauts et leurs qualités, seul le Niger demeure » et c'est en fonction de ses intérêts qu'il faut toujours agir. Hussein Issa, quelle analyse et puis vos voeux afin que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à sa famille biologique, à ses proches, à ses amis, à pratiquement toute la classe politique. Et je vais juste compléter Memouna et Souleymane. Moi, personnellement, j'ai commencé à côtoyer Jakou en 92-93. C'était le début du balbutiement de la presse privée au Niger. Il était déjà acteur politique très, très influent à cette époque. Il faisait partie de ces acteurs-là, de tous ces nouveaux acteurs politiques qui visitaient, qui venaient, qui passaient leur temps dans les rédactions. À cette époque-là, déjà. C'est-à-dire, celui, il a une information à faire passer. Il suscitait même des interviews. Il venait nous trouver dans les rédactions pour dire j'ai quelque chose à dire. En tant qu'homme politique, pour un peu compléter ce que Souleymane a dit, c'est qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Quand ça ne va pas, il vient, il le dit publiquement. Souvent, ça crée des situations de gêne au sein de son, de son camp politique. Mais ça ne lui disait absolument rien du tout, parce que pour lui, il faut dire certaines choses que les gens veulent taire. Depuis qu'il était avec Maman Ousmane et tout, et jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas cessé de fréquenter les rédactions. On a peut-être omis de dire qu'il a enseigné à l'université. Bien sûr, il a pris sa retraite à l'université en 1997 pour pouvoir pleinement, économiste de formation, ancien enseignant au niveau donc, de la faculté en charge Alors, de l'économie, naturellement. Oui, jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas cessé de fréquenter. Et ce que j'ai retenu de lui, c'est l'homme accessible. Le politicien accessible. Sanusi ne fait pas comment vais-je dire, il ne fait pas d'exclusion autour de sa personne. Vous voulez voir Sanusi, que ce soit au niveau de son bureau politique à l'époque, que ce soit au niveau, de son bureau, son cabinet, que ce soit à son domicile, que vous ayez rendez-vous ou pas, tant qu'il est là, il va vous recevoir. Bien sûr. Si vous êtes là pour l'interroger, il va répondre. Même s'il n'est pas préparé, il va répondre quand même. Merci beaucoup. Voilà un peu les quelques qualités cette page que je peux retenir. Ici, on a autant d'hommes politiques comme lui, parce que je me rappelle, il faisait partie de ceux qui avaient véritablement animé la première assemblée de la Troisième République en termes de débat, de qualité de débat, de discussion. Bien sûr. Jusqu'ici, on n'a pas eu une assemblée comme celle qu'on a eue en 1993. On est à la recherche parce que d'année en année ou de mandat en mandat, la qualité est en train de s'améniser, mais il faisait partie de ceux-là qui animaient l'Assemblée. Et tout le monde était passionné de suivre les débats de l'Assemblée à l'époque. C'est vrai, il était vice-président d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Voilà c'est quelques mots, parce que si on doit parler de Jaco jusqu'à la fin de l'émission, là, bien sûr. On ne finira pas de vanter ses qualités. Merci beaucoup. Nous présentons à nouveau donc nos sincères condoléances à la famille éplorée. Ainsi va la vie, paix à son âme. Il faut noter qu'il a été donc inhumé après les obsèques qui se sont déroulées dans la matinée au palais de la présidence dans son village natal à Kognaka. C'est dans la région de Maradi. Nous passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Il s'agit de ces multiples dégâts matériels et humains qu'enregistrent déjà certaines localités du Niger suite aux inondations. À la date du 20 juillet 2022, la Direction générale de la protection civile a listé 15 décès, dont 10 par effondrement et 5 par noyade suite aux fortes pluies enregistrées dans 6 des 8 régions du Niger ces derniers jours.
On dénombre aussi 24 blessés et environ 23 631 personnes sinistrées, précise le rapport de la protection civile. 503 têtes de bétail emportées et 135 greniers endommagés. Maïmoun Diado, quelle analyse vous suscite ces chiffres en date du 20 juillet de la protection civile? Déjà, il faut mentionner que c'est déjà beaucoup. 15 pertes en vies humaines déjà. Alors que nous ne sommes qu'au début de la saison pluvieuse, si je peux le dire. On a encore 2 mois devant nous. Et le mois d'août, c'est le mois le plus pluvieux. Oui, donc, c'est vraiment énorme. Et en termes de dégâts également, avec le nombre de sinistrés, de maisons effondrées, de greniers déjà qui ont... été endommagé. Donc ça veut dire que vraiment l'alerte elle est très profonde et elle est très grande. Donc je sais pas, mais il faut retourner à ce qu'on appelle l'année passée. L'année passée, qu'est-ce qui a été fait en termes justement d'inondation? Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Est-ce qu'il y a eu un suivi de ces dispositions-là? Puisque l'année passée aussi, c'était le même cas. C'était des inondations. Les inondations étaient également très fortes. C'est récurrent, on a l'impression, toutes ces 2 dernières décennies, chaque année, on en parle. Chaque année, on dit voilà ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il y a un suivi de tout cela pour pouvoir permettre au moins d'amoindrir, ou même s'il y a ces catastrophes, de faire en sorte que ce ne soit pas des catastrophes aussi énormes? Bon, je ne sais pas. Mais quand on regarde, il n'y a que dans les 8 régions du pays, c'est la région de Niamey seulement qui jusque-là résiste à ces fortes Agadez également, pour le moment, on n'a pas eu de dégâts. Et à Niamey, nous avons la question de la digue. On espère bien qu'elle va pouvoir tenir. Tenir, c'est le souhait. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle, que j'ai toujours dit que les Nigériens aussi sont têtus. Ceux qui sont proches de ces rives-là. Les zones inondables. On les a toujours dit, voilà ce qu'il faut faire. On leur a donné, je pense ici à Niamey, on leur a donné des places. Certains sinistrés sont retournés de l'autre côté, dans la zone de Séno. Mais jusque-là, il y a d'autres qui sont revenus sur les mêmes installations. Parfois, ils disent à cause de leurs activités économiques, parce que quand on est loin de la ville, c'est un peu difficile. La vie est encore plus importante que ce que vous pensez. Donc maintenant, l'acte est là, les inondations sont là, ça fait déjà des coups, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des sinistrés. Il faut essayer de faire un plan B. Un plan B pour pouvoir au moins les autres régions qui ne sont pas jusque-là touchées, il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour que ces zones-là soient prises en considération, en compte avec les problèmes qu'on peut avoir, les problèmes de Kori pour Agadez et autres. Il faut essayer d'harmoniser les choses. Maintenant, il faut sensibiliser ces populations. Il ne faut pas les laisser, les regarder. Et puis, à chaque fois, on assiste à un rapport de la protection civile. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Il faut des actions urgentes. Elhaji Mohamedou Suleiman, c'est vrai, elle insiste et elle le dit, c'est vrai. Très souvent, la direction de la protection civile informe qu'il y a des zones dites inondables. C'est vrai, ces inondations sont dues à plusieurs conséquences, dont la question du changement climatique. Mais à l'immédiat, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver des vies humaines, mais également les biens des citoyens, toutes ces personnes exposées à ces inondations sur l'ensemble du pays? La direction de la protection civile a clairement dit aux populations qui sont dans des zones inondables de déguerpir, de se déplacer. Mais très malheureusement, avec le manque de moyens et l'attachement à la terre, parce que tout simplement c'est leur habitation, quoi qu'on dise, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de leur gré. Les jeunes ils vont toujours attendre d'abord la catastrophe. À ce moment-là, il n'y a rien à faire, on est acculé, à ce moment on doit se déplacer. Donc, mais cette instruction de la protection civile est appuyée
par les prévisions de la météo. On se souvient, dès le départ, la direction de la météo a annoncé que a annoncé cette année, effectivement, va être excédentaire. En tout cas, c'est une saison humide. Et ils ont clairement dit la période de juillet, septembre et août et septembre va être encore plus humide. Et avec des risques d'inondation. Et nous sommes, effectivement, on se rend compte, en tout cas depuis cette semaine, véritablement, déjà en juillet, on commence à constater effectivement que ça annonce août comme une période, en tout cas, de fortes pluies. Donc, par conséquent, il faut beaucoup de précautions. Les populations, certainement aussi les autorités au niveau, donc à tous les niveaux. Donc, parce que comme je l'ai dit, c'est une sorte de truc récurrent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu ces populations? Des conseils à l'endroit de ces populations? Elles vont rester. C'est qu'après, donc, les inondations, on va encore les amener dans les écoles. Et vous voyez, effectivement, la rentrée en train de venir déjà en septembre. Donc, on va se retrouver, justement, si on y prend garde, avec donc, les écoles occupées et avec tous les dégâts. En fait, déjà on parle de 15 morts. On se rend compte qu'effectivement, l'effet donc, du changement climatique, c'est une réalité. Le danger est là réel. De façon générale, nos moyens d'habitation sont très précaires. Très souvent, les cases, ça ne n'existe pas aux grandes pluies, aux grandes averses en tout cas. Et avec le changement climatique, on peut se retrouver avec des pluies très très fortes. J'ai vu hier une vidéo, je crois que c'est au niveau de la Komadougou, en tout cas. Où on a enregistré jusqu'à 162 mm on a vu justement des animaux dans la région de comment cette situation a apporté des ânes. C'est-à-dire que franchement, il va falloir effectivement, à long terme comme alternative, que aussi les architectes aident à améliorer l'habitat plus, peut-être qu'il reste un tout petit peu. Mais ça, on se rend compte que c'est... Il y a sérieusement ça des demande problèmes beaucoup de moyens. Donc, moi, je pense à l'endroit de toutes ces personnes pour tourner cette page. Un conseil, bon, c'est que je pense que il faut tenir compte de l'annonce de la météo cette année. Les pluies vont être très très fortes. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on pense aussi que c'est synonyme de production agricole. S'il y a une bonne répartition dans le temps et dans l'espace surtout. Il faut d'abord survivre pour effectivement profiter des bonnes récoltes. Merci beaucoup. Il faut donc être vigilant. C'est vrai, la pluie va être excédentaire. Ça a été déjà annoncé. Et la manière dont on a cette pluie, quand il n'y a pas une bonne répartition dans le temps et dans l'espace, quand la pluie tombe 100 mm en une seule pluie, c'est désastreux très souvent. Hussein Issa, comment le gouvernement peut contribuer à vite relever tous ces défis en lien avec la question des inondations, puisqu'on a déjà d'autres petits problèmes, si on peut les appeler ainsi, avec les déplacés internes, les réfugiés, les besoins humanitaires. On a l'impression que c'est déjà très immense. Oui, mais le gouvernement n'a pas une emprise d'abord sur la pluie. C'est ça, c'est vrai, c'est des catastrophes naturelles, on les appelle. Mais il y a des actions, puisqu'il y a un ministère. Oui, mais quelle action? La catastrophe naturelle. Non, en fait, il faut qu'on arrête de tourner en rond. Quelle action? Quelle action? D'une année à l'autre, c'est la même chose. C'est les mêmes situations qui se produisent. Non, ce qui a lieu de se produire, il faut un plan d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de quartiers à Niamey. Vous venez de dire qu'à Niamey encore, c'est la seule région qui est un peu épargnée. Mais aujourd'hui, il y a des quartiers où il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Vous ne pouvez même pas les fréquenter. Les petites pluies là qui sont tombées il y a quelques jours, quand vous allez dans ces quartiers, il n'y a même plus de voies. N'est-ce pas? Parce que tout simplement, c'est l'anarchie. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas pour pouvoir faire en sorte que les quartiers soient viables, n'est-ce pas? Même les nouveaux quartiers, quand je parle des quartiers, je ne parle pas des quartiers, des anciens quartiers traditionnels où les maisons sont en banco de plus de 50 ans et qui sont là. Tout le problème réside là. C'est de faciliter l'accès aux matériaux de construction. Le Niger fait partie des rares pays où les matériaux coûtent cher.
Personne ne veut. Les gens n'arrivent pas à construire facilement en matériaux définitifs. Mais même ceux qui ont un peu de moyens. Souvent, les normes ne sont pas respectées. Oui, mais bien sûr. Merci beaucoup. Espérons que cette situation des inondations va s'améliorer de façon positive, puisque les 2 prochains mois sont également des mois de fortes pluies. Et donc, nous espérons que les choses vont s'améliorer comme on dit. On souhaite que ça fasse moins de dégâts et que la campagne agricole soit bonne. Merci beaucoup. Un autre fait ayant marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève au Niger, c'est l'organisation des épreuves écrites de la session 2022 du baccalauréat. Cette année, c'est un total national de 86 830 candidats, toutes séries confondues, dont 39,10% de filles qui ont été inscrites pour affronter ces épreuves écrites du baccalauréat dans 202 centres selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche PhD Mamoudou Chibou dans le message qu'il a livré la veille même du démarrage de cet examen. Un effectif en progression de 5,71% par rapport à 2021, a-t-il indiqué, tout en rassurant que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette session. Néanmoins, certaines défaillances ont été constatées dans certaines localités du pays. C'est le cas du jury 16 du lycée technique de Maradi, où l'épreuve de français a été reprise dans 8 salles d'examen. Selon le président du jury, professeur Tagno Maman, cette reprise est motivée par le fait que certains candidats ont traité l'épreuve avant les candidats de ces 8 salles. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant local à Maradi, Mohamed Maman. En principe, s'il y a des filières ou s'il y a des sections qui doivent composer dans une même matière, on doit coordonner, on doit assurer la cohérence. On ne peut pas permettre à une section ou à un jury d'ouvrir alors que c'est la même épreuve pour les autres. C'est le travail même de l'office du bac qui est en cause. Ça, ce ne sont pas les candidats. Ils ont autorisé que ça soit ouvert ailleurs, oubliant qu'il y a des centres où la même épreuve va venir un peu plus tard. C'est les séries F ici, F1, F3 et F4. C'est 8 qui reprennent. Alors que nous, on a déjà anonymé, j'ai coupé. Les entêtes sont là. Maintenant, on apprend qu'on doit reprendre à zéro. La Halcia est là à nos trousses. Et on continue à récupérer des téléphones. Même tout à l'heure, j'ai récupéré le téléphone d'une candidate. On voit là des candidats prêts à tricher donc, qui utilisent leur téléphone portable malgré que cela soit interdit en pareille circonstance. Maïmoun Diado, qu'est-ce qui peut expliquer cela ainsi que les autres désagréments expliqués par ce président du jury 16 du lycée technique de Maradi où l'épreuve de français a été reprise dans 8 salles d'examen? Moi, ce que je veux dire rapidement, c'est que fraude, empêcher les enfants de frauder ou bien de tricher, ça serait un peu difficile parce que ces enfants-là, s'ils comprenaient déjà le français, quand là, c'est en train de leur dire ne venez pas avec vos portables en salle, même dans la cour, ils n'allaient pas le faire. Donc, c'est vraiment dire que jusque-là, il y a des enfants qui sont têtus. Jusque-là, il y a des candidats qui sont têtus, qui pensent qu'ils sont plus malins. Ou bien il faut passer par la tricherie pour pouvoir avoir un diplôme. Non, ça ne se fait pas. Mais maintenant, pour ce qui est justement de l'épreuve qui a été annulée, puisque là-bas aussi, reprise, ça aussi, il faut essayer d'aller à la source pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Maintenant, je ne sais pas, la Halcia, avec tout ce que la Halcia est en train de faire, tout ce que la Halcia est en train de suivre comme processus, pour pouvoir mettre fin aux tricheries et autres, on voit que jusque-là, ce phénomène est là. Maintenant, ce qui est de l'organisation, moi je pense que c'est parce que tout simplement dans l'organisation du bac, ceux qui doivent être impliqués directement ne sont pas impliqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les professeurs là, ceux qui sont avec les élèves, qui dispensent les cours avec les élèves, dans le leurs enseignants, dans le choix des sujets, et on ne les implique pas. Et des fois, ça fait aussi ombrage
à la bonne réussite. Ça crée des frustrations de ces examens. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement. Et c'est vrai, il faut dire que le bac, c'est le premier diplôme universitaire et c'est à cause de ça que son organisation est placée sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, alors que le ministère qui a en charge la gestion des enseignants, qui les enseigne au niveau des collèges et lycées, c'est plutôt le ministère en charge des enseignements secondaires, ce qui fait que très souvent, justement, il y a des enseignants qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Alhaji Mohamedou Suleiman, en quelques mots, quelle analyse globale vous faites par rapport au bilan de l'organisation, en tout cas en ce qui concerne le déroulement des épreuves écrites? Je suis quand même un peu surpris. L'an dernier, quand même, malgré tout, le bac a été bien organisé. Donc, peut-être aussi la presse, on a tendance à voir là où ça ne va pas. Espérons que c'est un cas isolé, de façon au niveau national qu'il y ait moins de cas de fraude. De l'ensemble, j'ai entendu dire que les épreuves ont été difficiles. Donc, on a vu au niveau du BPC, ce n'était pas fameux. C'est vrai, j'ai vu en Guinée, c'est 9% au niveau du bac. Les Ivoiriens ont eu jusqu'à 8%. Mais on sait que véritablement, avec les mesures contre la fraude, ça reflète le vrai niveau de nos élèves. Donc, on va voir le taux qu'on va avoir Donc, il faut attendre d'avoir les résultats pour pouvoir mieux apprécier. Mais j'ai dit qu'il faut tout simplement que la LCA qui est impliquée soit plus ferme. Hussein Issa, le bac l'année passée, c'était 22,75%. Cette année, est-ce qu'on peut espérer mieux? De mon point de vue, qu'est-ce qui a changé dans la qualité de l'enseignement? Pas grand-chose. C'est pratiquement le même système d'enseignement, on est dedans. Alors, à partir de ce moment, comment on peut prédire que cette année, ça va être meilleur que ce qu'on a enregistré l'année dernière? En tout cas, c'est ce que le ministre en charge de l'enseignement a dit. Il a dit si on n'a pas jusqu'à 84%, je pense, alors, le système n'est pas crédible. C'est tout le système qu'il faut revoir. C'est tout le système. Alors, mais quand on met même, quand je vois ce cirque-là, machin, dans des salles de classe avec comment on appelle, des gilets. Non. Alors, on met encore une pression supplémentaire sur les élèves. Toute cette histoire de fraude et autres là, ça a pris de l'ampleur ces dernières années. Ce qui s'est passé à Mahdi, j'ai cru comprendre que c'est au niveau organisationnel. Bien sûr. Par rapport, ce n'est pas une affaire de voilà. Alors, mais à qui la faute? Qui doit être sanctionné? Ça veut dire que ceux qui sont au niveau de l'organisation du bac, pas les élèves. Alors, moi, j'ai dit, il faut qu'on s'assoie pour se dire un certain nombre de vérités par rapport à ces examens-là. Parce qu'un examen, c'est pour aller en classe supérieure. En tout cas, ce genre d'examen, ce n'est pas un concours où on a besoin de tel nombre de personnes, tel nombre. Mais quand on met en plus à où les gens viennent se pavaner dans des salles de classe, ça contribue à déconcentrer souvent les candidats. Abordons enfin la dernière partie du forum de la presse de ce soir. Il s'agit de la visite du 14 au 15 juillet de la ministre française en charge des affaires étrangères, Catherine Colonna, et celui en charge des armées, Sébastien Lecornu. La priorité de la France sera centrée au Niger dans les domaines de la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, l'aide humanitaire et l'appui au développement, ont annoncé ces membres du gouvernement français lors de leur visite au Niger. Et c'était au cours d'une conférence de presse co-animée en présence des ministres nigériens en charge des affaires étrangères et de la défense nationale. Maïmoun Diado, que faut-il retenir de cette première visite au Niger de ces deux ministres français? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, le président français, Macron, l'avait si bien dit, qu'il veut redéfinir la politique sécuritaire en Afrique. Donc, les deux Français étaient là par rapport à ça, justement, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer cette coopération
dans le cadre donc, de la sécurité. Et pour améliorer, parce qu'il faut écouter, ils veulent écouter en fait ce que les populations ont à dire, ce que les États ont à dire par rapport justement à cette coopération. Et je trouve que c'est déjà une très bonne chose s'ils s'impliquent pour pouvoir écouter les doléances de ces pays qui sont aujourd'hui confrontés au terrorisme. Deuxièmement, ils sont là, c'était pour également revoir qu'est-ce qu'il faut également apporter en termes de coopération sur l'aide alimentaire. On a vu une contribution de 43 milliards de francs CFA. Donc, il y aura une partie qui sera destinée justement à l'alimentation. Une autre partie destinée à l'accès à l'électricité. Oui, ils étaient déjà sur le site de Simiri, je pense bien, par rapport à leur projet sur la malnutrition. Et ils étaient également au niveau du camp de Walam pour pouvoir véritablement prendre le pouls par rapport aux terroristes, ce que les militaires français et les militaires nigériens sont en train de faire là-bas, de lutter contre le terrorisme. Mais je pense que leur visite, en tout cas, ça a défini tout. Ça a défini vraiment qu'ils sont là, ils veulent repartir sur des bonnes bases. Cette bonne base, elle est fondée sur plusieurs aspects. Il s'agit notamment de la question du redéploiement d'une grande partie de Balkans sur le territoire nigérien. Alhaji Mohamed Suleiman, quel enjeu? Selon en tout cas le ministre en charge de la Défense nationale, Al-Kassoumi Ndatou, cela va permettre au Niger de renforcer sa lutte en matière de lutte contre le terrorisme. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement à ce niveau? On a entendu justement le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, parler d'un agenda renouvelé. J'ai comme l'impression que la France a tiré quelques leçons de son expérience au Sahel, au Mali notamment, la parce France que était présente pendant environ 9 ans. Eux-mêmes, ils parlent du respect de la souveraineté des États. Mais en tout cas, on sait une sorte de changement de fusil d'épaule, parce qu'ils disent que désormais, parce que c'est à la demande du Niger, les soldats français seront sous le commandement nigérien, ils seront à la seconde ligne. C'est pas, en tout cas, n'ont pas d'initiative isolée. Donc tout sera donc circonscrit avec un commandement opérationnel, en tout cas, où le pays concerné, donc le Niger, a quand même l'initiative. C'est à sa demande que tout va se faire. Si tel est le cas, je pense que c'est ce que demande l'opinion publique, en tout cas, que les choses soient transparentes, que les choses ne consentent pas que les Français sont là de façon incontrôlée, qu'il n'y ait pas de transparence. Donc, en tout cas, de façon globale, comme on a entendu justement le ministre de la Défense a dit clairement qu'on voudrait vraiment un appui, en tout cas une assistance, de façon à se passer de l'aide. Parce que tout simplement, on voudrait que notre armée puisse elle-même véritablement monter en puissance et aussi venir à bout, en tout cas, au phénomène du terrorisme. Donc je pense que de façon globale, cette visite qui, en tout cas, s'est déroulée autour de questions de développement et de sécurité, en tout cas, ça a une bonne impression que, en tout cas, en substance, la France semble, en tout cas, écouter les opinions africaines, qu'on pense que véritablement, maintenant, il incombe à nos autorités, effectivement, de faire en sorte que cela soit. Merci beaucoup, Hussein Issa. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette nouvelle coopération militaire, si on peut l'appeler ainsi, entre le Niger et la France, puisqu'à ce niveau, Elhadji Mohamed Suleiman l'a dit, la France compte en tout cas mettre l'accent sur la question de la formation. C'est ce qu'en tout cas Emmanuel Macron a eu à dire à l'Élysée. Pour moi, ils sont venus regarder comment ça se passe, le transfèrement de Barkhane ici. Tu me vois, ces gens-là accepter d'être commandés par nos soldats, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait au Mali. Ils ont besoin d'un pays où ils peuvent se replier. Le pays le plus proche, c'est le Niger, ils sont venus. Maintenant, on va attendre de voir. Ils sont là depuis quelque temps, mais ça n'empêche, les voyous sont là-bas, ils prennent des impôts, ils pillent les animaux. Il n'y a rien qu'hier, je crois, dans cette zone-là. Mais alors,
Mais comment on peut concevoir, avec tout ce qu'ils ont comme moyens sophistiqués, que des gens puissent venir menacer des populations et tout et tout. Mais quand est-ce qu'ils vont entrer en action, finalement? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que normalement, à partir du moment où tout le dispositif est sur place ici, quand il y a des choses comme ça, même le mouvement de ces motos-là, parce que les djihadistes viennent en moto et tout, ils doivent pouvoir contrôler pour qu'on puisse en finir. Mais alors, on a comme l'impression qu'ils sont en train d'attendre quel agenda? Quoi? Ils sont là pour nous aider, ils ont les moyens sophistiqués, ils doivent pouvoir nous aider en termes de renseignement pour que ces gens qui viennent dans les villages, qui menacent les populations, que ces gens-là, on puisse en finir rapidement. Merci beaucoup. Alors, les attentes sont donc immenses et il faut à ce niveau également attendre de voir les résultats qu'on aura en tout cas à partir de la fin du redéploiement de Balkan du Mali, parce que là c'est prévu pour la fin du prochain été. Merci, on espère donc des résultats rapides par rapport à cette nouvelle coopération entre le Niger et la France. Chers auditeurs, nous sommes au terme du forum de la presse de ce vendredi 22 juillet 2022. Nous disons merci à nos invités. Maïmoune Gado, journaliste indépendante, El Hadji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter, et Husseini Issa, journaliste indépendant également. À la présentation du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Issa Laoli. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.